Madame, Monsieur, bonjour. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle devrait être Lionel Jospin. Les premiers résultats du vote des militants lui octroient 60% des suffrages. Nous reviendrons dans ce journal sur la décrue qui se confirme dans les Ardennes et puis sur l'actualité sportive très chargée du week-end. Nouvelle victoire de Marc Pajot dans la Coupe de l'América. Un partout entre la France et les États-Unis en Coupe Davis de tennis. Et médaille d'argent pour le couple français Mognotte-Lavanchy au championnat d'Europe de patinage artistique. L'événement de la journée est également sportif, c'était évidemment le match Angleterre-France du tournoi des 5 nations. Cela fait 7 ans que le 15 de France rêve de revanche et avec lui des milliers de supporters français qui sont à pied d'œuvre ce matin dans la capitale britannique où nous retrouvons Thierry Clopeau et Alain Poirier. Course au ticket, comme l'on dit ici. On joue à cache-cache et le marché noir fonctionne à plein régime. C'est difficile de les trouver, ces billets? C'est pas très difficile de les trouver parce qu'ils proposent tout de suite des prix très élevés. C'est-à-dire 2000 francs le billet. Et vous êtes prêt à payer 2000 francs pour venir voir ce match France-Angleterre en fait? On parle pas du voyage et de l'heure où on s'est levé pour venir. Pour Jacques et Loïc, Auvergnat-Bontin, supporters de l'équipe de France depuis déjà 30 ans, pas question de marché noir, leur truc à eux, c'est le système D. Les guichetiers là, toi, les mecs là ils sont sympas. Tu leur donnes 20 livres et tu rentres sans billet. Il y a 2 ans, on avait fait rentrer un Canadien avec nous, là, qu'on avait tourné là, vers le Palberg. Ce matin, une fois de plus, la presse anglaise est très véhémente à l'égard du 15 de France. Le Daily Mail affirme même qu'il y aura 15 cantonats cet après-midi sur la pelouse de Twickenham. C'est peut-être pousser le bouchon un peu loin. En tout cas, cela ne semble pas perturber outre mesure Philippe Saint-André. Ce qui serait bien, c'est un peu d'arrêter cette série de victoires anglaises. À part Philippe Sella, aucun joueur de l'équipe de France ont gagné les Anglais. Et moi, pour ma part, ça fait 5 fois que je les joue. J'ai enfin envie, à la fin du match, de serrer la main de Carling avec le sourire et non pas le regard dans le gazon. Et le Montferrandais a déjà marqué ici à Twickenham 3 essais. Espérons que si cet après-midi il y en a un 4e, il sera enfin victorieux. Ce n'est pas arrivé depuis 1988. Jacques et Loïc, eux, ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont déjà trinqué tôt ce matin. Et si ce soir il y a une victoire, ça promet d'être très haute. En direct de Twickenham, nos deux commentateurs attitrés, Pierre Albaladejo et Pierre Salviac. How are you, mon cher Pierre? Very nice, very fine, thank you. Oui, alors plus qu'un test match entre deux équipes qui prétendent remporter la victoire dans le tournoi des 5 nations, disons que le match de cet après-midi à Twickenham, ça a valeur de test grandeur nature entre deux formations qui prétendent remporter la Coupe du Monde dans 4 mois. Mais figurez-vous que le 15 de France, aujourd'hui, est sur la sellette. Pourquoi? Tout simplement parce que ce 15 de France, qui a été capable de battre successivement l'Australie chez elle, l'Afrique du Sud chez elle et la Nouvelle-Zélande chez elle, est à la recherche d'une victoire à Twickenham depuis 7 ans. Ben là, le jour de gloire est-il arrivé? Cette équipe de France a-t-elle enfin les moyens de battre les Anglais chez eux? C'est sûr qu'une victoire à Twickenham serait un jour de gloire, et Dieu sait, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas gagné, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que les Anglais sont ici toujours favoris. D'abord leur stade mythique, puis le public, et aussi, il faut le dire, des éléments d'exception. Ils ont bien préparé leur affaire pour la future Coupe du Monde, donc il reste un adversaire difficile à manœuvrer. Les Français ont aussi leurs armes, nous n'oublions pas, il y a quand même le jeu à la française, c'est-à-dire qu'on peut les surprendre. Nous ne sommes pas favoris, c'est un grand avantage pour nous. Et nous sommes prêts en tout cas, à partir de 15h05 sur France 2, la chaîne du rugby, avec Jean Mamère et toute l'équipe de France 2. Voilà, bon appétit et à tout à l'heure. Le résultat du duel politique du week-end devrait être connu dans les heures qui viennent. Tout laisse penser que Lionel Jospin a pris le dessus sur Henri Emmanuelli dans le cœur des militants socialistes. On a voté très tard hier soir, un peu partout à travers la France. À Marseille, Jeff Wittenberg et François Granier. Emmanuelli sont de socialistes quand même. Oui. Vous restez derrière monsieur quand même. Ça, je reconnais que depuis 17 h il est derrière moi. Mais il ne me gêne pas à partir du moment où on n'a rien à cacher. La scène s'est répétée souvent hier dans les Bouches-du-Rhône, des observateurs jospinistes surveillant les bureaux de vote. Il faut dire qu'ici, en Provence, on est majoritairement pour Emmanuelli. Mais attention, surtout pas de bague, c'était la consigne dans un département trop connu dans le passé pour ses bagarres de clans. Cette fois-ci, au moins pour la façade, les règlements de compte sont passés aux oubliettes. La division est un luxe de riche, c'est pas notre cas. Oui. Et si par exemple Lionel Jospin l'emporte, vous le défendrez avec Bien la sûr, même... je serai sans doute même son représentant local. Quoi qu'il arrive, celui qui passe, nous serons derrière lui.
23h, le dépouillement commence. On attend surtout les résultats de Châteauneuf-les-Martigues, la plus grosse section des Bouches-du-Rhône avec ses 900 adhérents. Ici, Emmanuelli l'emporte à 90%. Emmanuelli vert, Jospin 35. À Marseille, pendant ce temps, on centralise les scores du département. Ils sont favorables au premier secrétaire. Mais les chiffres nationaux tombent bien vite. C'est Jospin qui l'emporte. Au bout du téléphone, la rue de Solferino. Il n'y a pas photo. Si c'était Balladur qui nous avait battus ce soir, on serait triste. Jospin, c'est pas un adversaire, c'est un ami. Il y en a un qui m'a dit, alors vous allez partir en dissidence si je... Je dis, mais ça va pas, non? J'ai voté pour Emmanuelli et je soutiendrai Jospin de toutes mes forces s'il était choisi par les militants. Contre mauvaise fortune, bon cœur, les urnes ont parlé. La fédération la plus emmanueliste de France se rangera comme un seul homme, elle nous le promet, derrière Lionel Jospin. Roland Sicard est devant le siège du Parti Socialiste rue de Solferino à Paris. Roland, premier résultat officieux donc, apparemment c'est Lionel Jospin qui l'emporte assez largement. Oui, je crois que vous avez raison, il semble bien qu'il n'y ait pas photo entre les deux hommes. Selon les derniers pointages, Lionel Jospin dépasserait même les 60% contre moins de 40% à Henri Emmanuelli. Le tout avec une très forte participation puisque les 3/4 des militants socialistes se seraient déplacés pour voter. Lionel Jospin fait notamment la différence dans plusieurs grosses fédérations. Dans le Nord avec plus de 80% des voix, dans le Pas-de-Calais avec près de 60%, en région parisienne aussi avec de gros écarts, et puis dans son fief de la Haute-Garonne. Henri Emmanuelli, lui, l'emporterait dans son fief des Landes, on l'a vu aussi, il l'emporterait largement dans la grosse fédération des Bouches-du-Rhône, aussi en Seine-Maritime, mais tout cela ne suffit pas. Et tout cela semble donc démontrer que les arguments qu'avait employés Henri Emmanuelli, à savoir sa légitimité de premier secrétaire et sa capacité de rassembler, n'ont pas convaincu les militants, des militants qui ont préféré voter pour un homme qui était en dehors des structures du parti, mais qui présentait l'avantage d'être devant dans les sondages. La question étant maintenant de savoir si, compte tenu de cet écart, Henri Emmanuelli pourra et souhaitera conserver son poste de premier secrétaire. Merci Roland, et sans attendre la proclamation des résultats officiels, Lionel Jospin et Henri Emmanuelli ont réagi il y a quelques minutes. Réaction recueillie par Cécile Barnier et Arnaud Boutet. Le premier acte de la campagne du candidat socialiste, ce sont les socialistes, les militants socialistes, les adhérents, les hommes et les femmes qui l'ont posé. Alors moi maintenant, enfin sans doute, j'attends quand même le résultat officiel, je respecte mon parti, je respecte la nécessité d'être désigné, mais à moi d'en poser d'autres, des actes. Quand on perd, ça fait jamais plaisir, mais enfin, quand on est compétiteur quelque part, il faut aussi être sportif, quoi. Il ne faut pas être mauvais perdant. Donc si je suis perdant, je ne serai pas un mauvais perdant, contrairement à la caricature qu'on a fait de moi. Vote de cœur ou vote de raison, cette guerre des chefs au Parti Socialiste provoque évidemment des réactions chez tous les militants. Hier soir, Guylaine Chenu était dans le Val-de-Marne et Chantal Quimerlin dans le Pas-de-Calais. Écoutez. Henri Emmanuelli 1, Lionel Jospin 42. Résultat sans ambiguïté et sans surprise. À Fresnes, la section socialiste avait choisi Jospin, mission accomplie, il ne lui a manqué qu'une voix. Le résultat de Fresnes ce soir montre qu'il y a une véritable envie de renouveau dans ce parti. 23h hier soir, l'heure d'ouvrir l'urne et de faire les comptes. Ici, on est entre amis, on se fait confiance, il n'y aura donc pas de contestation. Lionel Jospin. Béthune, Pas-de-Calais, 11h hier soir, la ville s'endort, mais la section socialiste, elle, s'impatiente. 413 voix Emmanuelli, 116 voix Lionel Jospin. Mais quel que soit le résultat national, il n'y a pas de scission interne annoncée. Ici, on est avant tout socialiste et fidèle à la cause depuis souvent des décennies. Nous serons des socialistes disciplinés derrière le candidat du Parti Socialiste. Et je suis persuadé que le candidat du Parti Socialiste arrivera au deuxième tour de scrutin. Seul compte désormais la victoire du candidat du parti. Eh bien, en attendant de connaître l'adversaire socialiste, Jacques Chirac continue, lui, sa tournée des départements français. Marseille, hier soir. Et l'adversaire prioritaire reste pour l'instant Édouard Balladur. Jérôme Catala, Jean Cornu. Le docteur Chirac au chevet de la France. Avec le renfort d'Alain Madelin, Jacques Chirac a renouvelé hier soir à Marseille son diagnostic. La cohésion sociale du pays est selon lui menacée. En cause notamment le manque de volonté politique. Constat partagé par le ministre des Entreprises qui a durement critiqué, sans le nommer, son chef de gouvernement. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y aurait d'un côté les bons docteurs de la médecine douce
et de l'autre, je ne sais trop quel dangereux praticien de la chirurgie de choc. Réformer, ce n'est pas administrer une potion amère sous tranquillisant. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une purge. Réformer, c'est une chance. Et Jacques Chirac va enfoncer le clou. Pour lui, l'élection présidentielle est l'occasion de choisir entre deux voies. La première est celle des petits pas, des petits projets, des petites ambitions. Elle déplace les problèmes sans les traiter. Elle use de soins palliatifs, voire de traitements placebo, là où il faudrait des médecines fortes. La seconde voie est celle du changement. Un changement qui, pour être maîtrisé, pour être concerté, ne doit pas moins en être profond. Une attaque en règle de la méthode Balladur. Jacques Chirac a décidé de durcir son discours face à son concurrent, qu'il est maintenant persuadé de retrouver au second tour. La décrue fait doucement son chemin dans les Ardennes. Le niveau des rivières baisse régulièrement depuis maintenant 48 heures. Autour de Charleville-Mézières, on commence à dresser les premiers bilans. Ils sont catastrophiques, notamment pour toute l'économie du département, comme en témoigne ce reportage de Thierry Curté et Pascal Caron. Citroën, ici, c'est 2000 employés. Ce matin, les groupes électrogènes de secours redonnent vie à l'usine. Une remise en route conçue comme une opération commando. L'état-major de l'entreprise réunit son QG dans un hôtel voisin. Talkie-walkie et téléphone portable permettent de transmettre les ordres au plus vite. Les priorités établies, les renforts arrivent des autres usines. C'est toute la puissance d'un groupe qui se met en marche. Nous organisons les équipes d'Aulnay pour intervenir de nuit. Notre équipe, c'est l'équipe du montage. Et puis notre équipe va intervenir de nuit sur l'aluminium apparemment. C'est la solidarité du groupe? Tout à fait, oui. L'arrêt de la production ici bloque les chaînes dans les autres unités. À l'intérieur de l'usine, seuls 10% des effectifs locaux travaillent. Mais lundi, presque tout sera en état de fonctionner. Quelques kilomètres en aval, l'usine LCAB de Bonny-sur-Meuse a eu jusqu'à 1,40 m d'eau dans ses ateliers. Pas question de chômage technique pour les 240 employés. Ici aussi, les moteurs et les armoires électriques ont pris l'eau. L'entreprise devra compter sur ses propres forces. Il faut compter 3 semaines avant une remise en route qui corresponde à une activité moyenne et non pas complète. Et combien de temps pour le plein rendement? Je pense que le plein rendement ne sera retrouvé qu'au cours du mois de mars. Plus de 10 000 personnes au chômage technique dans les Ardennes. Les lendemains de crue sont plus difficiles pour les PME que pour les grands groupes. Dans le Val d'Oise, les habitants de Persan-sur-Oise manifesteront en pédalo cet après-midi. La ville est inondée et les habitants protestent contre la politique du maire en matière d'urbanisation. Autre région touchée, la Bretagne. Progressivement, les choses rentrent dans l'ordre, mais le retour dans des maisons dévastées est parfois douloureux. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. La Vilaine a enfin regagné son lit, ou presque. Alors, après 10 jours de crue au port de Guipry, c'est l'ambiance grand nettoyage. Éponges, balais et fenêtres ouvertes. Chacun est revenu dans sa maison, y compris Antoinette, 86 ans dont 76 passés ici, et qui pour la première fois a dû être relogée. Ça fait 50 fois moi, que je la vois comme ça, cette rivière-là. Depuis l'âge de 10 ans. J'ai jamais quitté le port. Mais aussi haut quand même. Non, ça c'est catastrophique, ça. Non. On l'a pas vu ça. On l'a pas vu à cette hauteur-là, non. J'ai connu 36, mais ça dépasse. Mais si on revient chez soi, il est encore trop tôt pour habiter. L'humidité imprègne les murs et tout doit être vérifié. Non, mais alors, vous ne me branchez rien du tout, parce que ça, il est hors de question de brancher quelque chose que ça n'a pas été vu. Hein. Bon, restons sérieux. Hein. Un peu plus loin, à l'épicerie, on emploie les grands moyens. La chambre froide n'a pas survécu à la crue, comme d'ailleurs l'essentiel du matériel. Tout est à refaire, c'est tout. On n'a plus une seule vitrine à poisson, on n'a plus une seule... On n'a plus rien. On n'a plus rien. C'est affreux. Ignorant le désespoir, sur le quai du port, l'automobile a repris ses droits. Les inondations sont bien finies. Toujours en Bretagne, la cour d'assises de Quimper a condamné hier soir à 14 ans de prison le jeune homme qui avait tué un de ses camarades de lycée après une dispute.
Manifestation de près de 10 000 personnes ce matin à Bordeaux pour la défense de la sécurité sociale. Il y en aura partout en France aujourd'hui, nous y reviendrons à 20 h. Et puis un mot de l'actualité internationale, le groupe islamique armé, le GIA, revendique ce matin l'attentat commis lundi en plein centre d'Alger, l'explosion d'une voiture piégée qui avait fait 42 morts et plus de 300 blessés. Un rapport du ministère de l'économie sur le coût pour la sécurité sociale du matériel orthopédique. 40 000 prothèses de hanches ou de genoux réalisées l'année dernière en France. Une révolution médicale dans le traitement de l'arthrose. Regardez. Marcel a toujours été très actif. Et pourtant, il a dû renoncer aux grandes balades avec le chien et aux courses de vélo. Monter en voiture, ça n'est pas facile non plus, ça fait mal. Quant au jardinage, il lui demande bien trop d'efforts. Alors il a pris une grande décision. Alors monsieur, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous serez opéré? J'espère pouvoir continuer à m'occuper des rosiers, reprendre mon vélo et repratiquer de nouveau la natation. Monsieur, donc je vais vous opérer demain matin. Voilà une prothèse, c'est d'ailleurs celle qu'on vous mettra demain. Une partie qui est la pièce fémorale, qui va remplacer l'extrémité supérieure du fémur qui est usée, et qui va s'articuler avec l'autre partie qui est la pièce du bassin, qui est la cavité articulaire qui va remplacer la partie usée du côté du bassin. Et ces deux pièces vont s'emboîter l'une dans l'autre, comme ceci, vous voyez, et vont donc pouvoir s'articuler dans toutes les directions. Et dans la pratique, est-ce que ça peut arriver à se déboîter? C'est une des complications qui pourrait arriver si le patient fait des imprudences, ou si éventuellement la prothèse n'avait pas été idéalement positionnée. Mais c'est très rare et normalement ça ne doit pas survenir. C'est le moment de préparer le ciment qui va servir à maintenir la tige de la prothèse dans la cavité du fémur. 1 heure plus tard, Marcel a une articulation toute neuve. Non, voilà monsieur, c'est terminé. Ça s'est très bien passé. Bon. Oui, vous n'avez pas beaucoup saigné, vous avez perdu 500 cm3. Et du point de vue de la longueur, on a pratiquement tout regagné. Il ne restera qu'un petit peu moins d'1 centimètre d'écart. C'est-à-dire que vous ne boiterez probablement plus du tout après. Voilà, tout va bien. Allez, reposez-vous. Merci beaucoup. Voilà, comment soigner ces rhumatismes, donc thème de Savoir Plus Santé, juste après ce journal avec Martine Alain Regnault et François Declosé. Pas de problème de rhumatisme pour Cédric Pioline. Hier soir, il a offert à la France son premier point contre les États-Unis en Coupe Davis de tennis. Mais Jim Courier, l'Américain, a vite remis les pendules à l'heure en battant Guy Forget. En Floride, envoyé spécial Lionel Chamoulot. Cela commence avec des images qui rappellent la finale de Lyon. Noah, les poings serrés exultent. Cédric Pioline vient de conclure son match en 3-7. La France commence bien cette première journée. Cédric Pioline a l'honneur d'ouvrir cette 13e rencontre face aux États-Unis contre Todd Martin. Le Français a toujours battu l'Américain. Moralement, ça aide. Le premier set est accroché, mais petit à petit, Pioline prend l'ascendant. Il sent que Martin est un peu timoré, coincé par l'enjeu, alors il en profite. Yannick Noah est rassuré, Pioline joue bien, tente des choses et il assomme Martin en 3-7, 7-5, 6-2, 6-4, 1-0 pour la France. Gudikson, le capitaine américain, est inquiet, les Français en veulent. Mais Jim Terminator Courier entre en piste. Dans le deuxième simple, l'Américain réussit un match extraordinaire contre Guy Forget. Courier est un véritable mur. Jim est injouable, il ne commet quasiment aucune faute et les coups gagnants défilent à une allure folle. 6-1, 6-2, 6-2 en 1h31. Forget est emporté par le Cyclone. 1 point partout après cette première journée. Le double va être pratiquement décisif. Je pense que ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans la course. Le double va être vraiment très important. Noah réconforte son copain. Guy Forget devrait disputer le double associé à Olivier Delette pour essayer de faire douter les Américains. Le bateau France 2-3 continue, lui, de progresser dans la Coupe de l'América. Marc Pajot et ses équipiers ont engrangé la nuit dernière une nouvelle victoire. Et quelle victoire! 6 minutes d'avance à l'arrivée sur le bateau australien à San Diego. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. Au menu, du soleil, de la mer et la spécialité du jour, les algues. Pour éviter les algues, les Australiens ont envoyé un observateur dans le mât. Les Français ont eu leur petit lot de malheur avec les algues.
prises dans le safran, il faut un bon coup de perche pour les enlever. À ce jeu-là, les Français sont meilleurs que les Australiens. Les Australiens ont dû prendre un gros paquet d'algues dans leur quille ou dans leurs ailettes ou dans leur safran qu'ils n'ont pas pu enlever, si bien qu'ils étaient vraiment très lents. Et dans ce cas-là, on a pu gagner relativement facilement. Le malheur des uns faisant le bonheur des Français, les Français ont donc gagné. Dans la colonne des bons points, un bon départ, un bon choix du plan d'eau là où le vent est favorable et un bon contrôle de l'adversaire. Pour l'adversaire en revanche, ça commence à faire beaucoup de mauvais points. Le skipper limogé il y a quelques jours et une 3e défaite consécutive, ça va mal. C'est bien simple, contre les Français, plus le temps passe et plus les Australiens perdent de temps. France 3 fait un cavalier seul et les Français l'emportent avec 6 minutes et 49 secondes d'avance. L'adversaire était modeste, Marc Pajot ne fait pas le fier. Il faut rencontrer les Néo-Zélandais pour être un peu plus fixés. Jusqu'à présent, ce sont des adversaires qui sont attrapables, mais qui ont démontré encore ces 2 derniers jours un réel petit plus par rapport aux autres adversaires présents. Un adversaire de référence, en veux-tu en voilà. Le prochain s'appelle Russell Coutts, ça tombe bien, il est néo-zélandais. Du sport encore, en attendant Surya Bonaly cet après-midi, première médaille française au championnat d'Europe de patinage artistique à Dortmund. Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, médaille d'argent d'un concours superbe. Petite déception tout de même, Laurent-Frédéric Bollet, Alain Dubas. Il semble ne faire qu'un sur la plus haute marche du podium, mais bien sûr, il n'y a qu'un vainqueur. Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy ont beau évacuer leur tristesse, les regards du clan français sont amers, car ce ne sont sans doute pas les meilleurs qui ont gagné hier soir. Là, il y a un fair play qui n'est pas respecté. Le titre européen, vraiment, est quelque chose qui a été outrageusement volé aux Français. Il faut le dire, il faut le clamer haut et fort. Ça n'est pas être chauvin que le dire. 1 heure avant la compétition, Sophie Mognotte se concentre dans sa chambre, puis elle passe chercher Pascal pour rejoindre ce monde si mystérieux de la danse, où le sport le dispute à l'influence et à la hiérarchie. Sur la glace, Pascal et Sophie ont été éblouissants, proposant un programme difficile, exigeant, truffé de défis techniques qu'ils ont parfaitement maîtrisés. Alors, quand le verdict tombera quelques minutes plus tard, ce sera bien sûr la déception. Ils sont 2e, mais un titre de champion d'Europe les attendait et ne leur a pas été donné. Il faut me laisser une petite heure et j'avalerai la pilule, parce que c'est vrai que je suis un peu déçu. On s'est vraiment, je dirais, décarcassé. Une fois de plus, on respecte le jury et son classement. Mais c'est sûr qu'on pensait pouvoir revenir. 5 juges contre 4 ont préféré le couple finlandais Rakamokoko. À un juge près donc, le titre s'est joué. Bien sûr, Rakamokoko sont excellents, mais ils ont surtout su choisir des musiques efficaces et jouer sur leur impact. Bien vu, car techniquement, leur programme ne valait pas celui de Sophie et Pascal. Du côté français, il ne reste donc plus qu'une chance pour décrocher un titre. Surya Bonaly sera en lice cet après-midi. Voilà, bravo Rakamokoko. Un mot des 16e de finale de la Coupe de France. Qualification de Strasbourg, Bastia et Beauvais hier soir. Et puis la rencontre Martigues-Paris-Saint-Germain. Ce sera en direct à partir de 20h45 sur notre chaîne. Et puis toujours en direct, mais depuis Vincennes, Pierrette Bresse pour le tiercé qui se courra demain à Vincennes. Pierrette. Oui, et puis vous savez, nous aurons droit à une superbe course puisqu'il s'agira du match revanche du Prix d'Amérique avec le Prix de France sur une distance plus courte de 1100 mètres. Alors on est un petit peu déçus puisque la gagnante du Prix d'Amérique, Ina Scott, qui a été drivée par cette femme pour la première fois, Hélène Johansson, eh bien Ina Scott ne pourra pas courir malheureusement parce qu'elle s'est fait une entorse. Alors on regrette ce match qui aurait dû avoir lieu entre Vourasi et Ina Scott. Bon, cela dit, Vourasi sera favorite. Elle aura encore fort à faire dans cette course pour s'imposer. Voici tout de suite mon pronostic. Avec Vourasi en tête, bien sûr, elle portera le numéro 1. Ensuite, Queenel, le numéro 3, Bahama le 5, Abovolo le 6, Promising Catch le 13, Sikov le 9, Shanrags le 4 et Houston Loco le numéro 2. Voilà, si vous voulez en savoir plus, téléphonez à France de course au 36 70 71 23. Et moi, eh bien, je vous retrouve cet après-midi en direct sur France 2 pour suivre le tiercé aux alentours de 15h15. À tout à l'heure, merci beaucoup. Un hommage pour refermer cette édition. Hommage à l'un des musiciens français les plus connus au monde, le trompettiste Maurice André, qui dans le cadre du 29e Midem a soufflé en musique les 40 bougies d'une carrière exceptionnelle. Reportage de Louis Carzou et Frédéric Bonnet. À Cannes comme ailleurs, c'est bien connu, l'union fait la force. Alors c'est avec son fils Nicolas et avec sa fille Béatrice que Maurice André est venu défendre les couleurs de l'école française des instruments à vent.
Le Midem, où je suis à Cannes, tous m'ont dit on va faire un honneur à Maurice André. Des honneurs, j'en ai partout, en Amérique, en Russie, au Japon, j'en ai trop même. Je dis toujours le soleil brille pour tout le monde, pour moi il brille de trop. Hein. En venant de la mine et en étant où j'en suis, c'est fantastique. J'ai voulu au Midem que toutes les jeunes, des instrumentistes, clarinettes, flûte, hautbois, basson, cor et trombone, jouent. C'est pas un professeur trop sévère? Non, juste. Juste bien hein, ce qu'il faut. Ça va. Quand il faut être sévère, il est sévère, mais très agréable s'il y a du résultat. Et du résultat, il y en a, car c'est avec ses 2 enfants que Maurice André réalisera son prochain disque. Voilà, après la météo et savoir plus, 15h05, le rugby. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente après-midi.